Après le confinement, j'ai fait une overdose de sujets sur la pandémie. Le bilan, en tout cas, s'alourdit chaque jour. L'attestation de déplacement dérogatoire. Nous sommes en guerre. Pas envie d'en parler, ni de lire des analyses d'intellectuels, juste besoin de passer à autre chose. 5 années sont passées, et j'ai senti que j'étais de nouveau prête à m'y replonger. L'attestation, le livre de l'historien Nicolas Mariot et du sociologue Théo Boulakia, est donc arrivé au bon moment. Dans cet ouvrage, ils partent du constat que le confinement décrété au printemps 2020 n'a pas provoqué de grandes protestations. Ils se sont donc saisis de ce test grandeur nature pour enquêter sur les logiques de l'obéissance de masse et sur les différentes formes qu'elle a prises. Car si la grande majorité des Français ont respecté les consignes, tout le monde n'a pas eu la même manière de le faire. Les gens ont plus ou moins triché ou critiqué les règles. À quelles conditions accepte-t-on de se soumettre aux autorités ? Les gens se sont-ils confinés parce qu'ils avaient peur du virus ou de la police ? Pourquoi obéit-on ? La bamboche, c'est terminé. Pour comprendre si et comment les gens ont obéi aux règles, les auteurs ont fait circuler un questionnaire auprès de 16 000 personnes qu'ils ont interrogées sur leur propension à obéir aux obligations, à suivre les recommandations, mais aussi sur leur comportement politique. Est-ce qu'ils applaudissaient les soignants ou est-ce qu'ils huaient le gouvernement ? Le questionnaire qu'on a fait passer, donc stricto sensu, j'y insiste parce que c'est important, pendant la durée du confinement lui-même, c'est-à-dire entre début avril et le 10 mai 2020. Pourquoi c'est important ? Parce que les gens ont répondu à ce questionnaire sans savoir la fin de l'histoire. Ils ne savaient même pas au début quand le confinement allait s'arrêter. Et ça, c'était très important pour nous parce que les réponses qu'ils donnent, ils les donnent pendant l'épreuve, pendant qu'ils sont enfermés chez eux, qu'ils n'ont pas le droit de sortir, etc., etc. A priori, on peut penser que beaucoup ont accepté l'enfermement à cause de la peur du virus pour eux-mêmes ou par responsabilité pour les personnes fragiles dans un contexte d'incertitude radicale. Mais ce que révèle l'enquête, c'est que le respect des règles a en grande partie été obtenu par un important dispositif de surveillance et de sanction, avec une police qui s'est souvent montrée zélée dans son interprétation de ce qui pouvait être qualifié de besoin de première nécessité, justifiant une sortie. Madame, on vous demande de respecter des mesures de confinement et de faire des déplacements pour éviter... Je n'ai pas une mauvaise attitude. Madame, regardez ce que vous achetez. Oui, je vois bien. Vous prévoyez une gastro ou quoi ? La France a été, juste après l'Espagne, l'État européen le plus répressif en termes de nombre de verbalisations. Il y a 2 chiffres qu'il faut peut-être rappeler en préambule, c'est le nombre de contrôles. Donc, le confinement a duré 55 jours, du 17 mars au 11 mai 2020. Et pendant ces 55 jours, il y a eu 21 millions de contrôles de police, de contrôles d'attestation. Il y a eu 1,2 million de verbalisations qui étaient des verbalisations à au moins 135 €, puisqu'en cas de récidive multiple, ça pouvait monter jusqu'à 3 600 € d'amende et 6 mois de prison. Est-ce que c'était le cas dans d'autres pays européens ? J'ai dit 1,2 million de verbalisations en France. Sur la même période, au Royaume-Uni, il y en a eu 17 000. Aux Pays-Bas, il y en a eu 13 000. En Belgique, par exemple, 50 000. Donc ça donne bien un ordre de grandeur qui montre qu'il ne s'agissait pas de la même expérience. Alors ce qui est intéressant, c'est que les gens qui ont pu être verbalisés, ce n'étaient pas les gens habituels, c'est tout le monde, y compris des bourgeois. Et donc il y a vraiment eu cette démocratisation de cette expérience du contact désagréable avec la police. Peut-être le principal point, le plus important dans la manière dont les gens ont pu expérimenter cette version régalienne du confinement, c'est l'expérience du contrôle de police. Toutes les enquêtes de sociologie montrent que les contrôles d'identité policiers dans la rue en temps ordinaire normal, ils visent principalement les jeunes hommes, surtout s'ils sont racisés et habillés jeunes, avec sweat à capuche, etc., etc. Ça, c'est ce qui change complètement pendant le confinement. Tout d'un coup, des gens qui sont absolument pas habitués à être sous le regard suspicieux des forces de l'ordre se retrouvent à devoir montrer patte blanche, à sortir une feuille. Et dans un certain nombre de cas, ils ont vécu ça de façon extrêmement pénible. Ceux qui sont hors de leur domicile, peuvent-ils y retourner ? Il y a écrit oui. Ça sert à rien, je vous passe ma compagne. Elle est administrateur des douanes, non ? Tentative sans succès, 135 € d'amende. Une chose qui m'a plu dans leur livre, c'est que pour analyser cette expérience inédite, les auteurs l'ont comparée avec des situations relevant de contextes historiques totalement différents. En l'occurrence, les vérifications d'attestation auprès de gens qui n'avaient pas l'habitude d'être contrôlés par la police ont provoqué des réactions proches de celles qui avaient été suscitées par l'institution d'un code de la route au début du XXe siècle au Royaume-Uni.
Les gens qui pouvaient se payer une voiture à l'époque, c'était les aristocrates qui roulaient n'importe comment à toute vitesse. Il n'y avait pas de code de la route, on pouvait faire à peu près ce qu'on voulait. Et alors qu'est-ce qui s'est passé? Le gouvernement a commencé à mettre des contrôles de police, des contrôles routiers au bord de la route. Et là, les policiers, les bobbies ordinaires sont plutôt des membres issus des classes populaires qui arrêtaient des gars très très riches au volant de leur voiture. Et eux, ils étaient absolument scandalisés que des fils d'ouvriers puissent se permettre de les arrêter et de leur dire comment ils devaient se comporter, ce qu'ils devaient faire, etc., etc. Lors du premier confinement, plus de 20 millions de Français ont été contrôlés et on peut donc déjà dire que la peur de l'amende a joué un rôle au moins aussi important que la peur du virus ou que le sens de la responsabilité. De fait, 91% des gens sortaient avec leur attestation, mais seulement 44% se lavaient régulièrement les mains. Toujours est-il que si la vaste majorité a respecté les règles de sortie, les gens n'ont pas tous obéi de la même manière ou pour les mêmes raisons. À partir de leur questionnaire sur la vie en confinement, Théo Boulakia et Nicolas Mariot ont dégagé 6 types de lignes de conduite. Les protestataires, les réfractaires, les insouciants, les légalistes, les exemplaires et les claustrés. Et ils ont cherché à voir si on pouvait identifier des facteurs sociaux derrière ces profils. L'âge, le genre, le revenu, le degré de politisation, etc. Alors on va d'abord parler des formes d'opposition et vous rappeler une première chose, c'est qu'il ne faut pas seulement regarder les formes d'opposition les plus visibles. Effectivement, ce qui était très frappant, c'était les différentes manières de montrer son opposition. Alors, il y avait une manière de faire qui consistait, pour ainsi dire, à tricher systématiquement. C'est-à-dire, notamment, tricher avec son attestation. Il y a des gens qui répondent, quand on leur demande « est-ce que vous trichez avec votre attestation ?», ils disaient « toujours ». Je trichais toujours avec mon attestation, je dépassais toujours le kilomètre imparti, je sortais toujours plus d'une heure, des formes de contournement de la règle, cachées, qu'on peut rapporter aux travaux de James Scott sur les armes des faibles. Puisque James Scott, donc, qui lui a beaucoup travaillé, notamment au début sur la paysannerie en Asie du Sud-Est, a bien montré que si on s'en tient aux formes visibles et exubérantes d'opposition, donc la manifestation, la révolte armée, il y a beaucoup de choses qu'on manque. Et typiquement, les armes des faibles, c'est ce genre de contournement discret qui ne les expose pas à la répression, mais leur permet de saboter assez systématiquement les efforts des dominants pour les soumettre. Ça, ce sont donc ceux qu'ils appellent les réfractaires, qui représentent 11% de la population, qui avaient donc tendance à ruser discrètement avec l'attestation et qui respectaient par ailleurs peu les recommandations sanitaires. Et ça contraste avec un autre ensemble d'attitudes qu'on a plutôt appelé des attitudes protestataires, qui sont des attitudes un petit peu ambiguës, un petit peu mêlées, puisque d'un côté, c'est des gens qui respectent les règles de sortie et qui respectent aussi les conseils sanitaires, donc se laver les mains, s'écarter de 1 mètre quand on croise quelqu'un, porter un masque, même à une époque où le gouvernement ne le recommandait pas. Donc des gens qui respectent les règles, mais qui en même temps protestent. Et ils protestent comment ? Notamment en huant le gouvernement aux fenêtres à 20h. Et qui ont aussi une manière bien à eux de remplir l'attestation, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas l'attestation disponible sur le site du ministère de l'Intérieur, soit sous forme imprimée, soit sous forme numérique. Ils remplissent un morceau de papier, ils le prennent et puis ils disent au crayon, en écrivant très mal, « je m'autorise à sortir, point ». Ça symbolise un petit peu la tension qu'il y a entre responsabilité et sens de l'atteinte aux libertés publiques. Ce qui renvoie aussi à leurs caractéristiques sociologiques, puisque c'est des gens qui sont, pour beaucoup, très diplômés, qui se classent eux-mêmes à gauche ou très à gauche, et qui sont très politisés. Ce qui est très différent du profil des réfractaires, donc ceux des transgressions furtives, qui, eux, ont plutôt un profil populaire d'ouvriers ou de petits indépendants, qui sont plus souvent en milieu rural et qui sont plus âgés, plutôt la cinquantaine. Les deux groupes sont plutôt masculins. En fait, quand on veut saisir la différence entre ces pratiques cachées et les pratiques de révolte ouverte, la différence entre désertion et mutinerie est peut-être la plus éclairante. Et là, on peut s'appuyer sur des travaux extrêmement riches, notamment ceux d'André Loez sur la Première Guerre mondiale, où il montre qu'il y a des différences sociodémographiques très nettes, là encore, entre les mutins et les déserteurs. Les mutineries sont plutôt portées en fait par des gens qui sont plutôt d'un niveau intermédiaire, diplômés, typiquement des instituteurs, qui ont une maîtrise de l'écrit, qui leur permet d'adresser des pétitions à leurs supérieurs, qui organisent des manifestations et qui sont aussi toujours dans cette tension entre protester et ne pas aller trop loin malgré tout. The troops are mutinying, refusing to advance. Fire as ordered until further notice. With all respect,
have no right to order me to shoot down my own men unless you are willing to take full and undivided responsibility for it. Captain Russo, are you going to obey my order? Et d'un autre côté, les déserteurs, ceux qui, sans tambour ni trompette, essaient de quitter cet enfer, sont plutôt des gens qui ont un profil très populaire. So you freely admit, Private Farrell, that you retreated? Yes, sir. Me and Maya both. I knew we should have took Ant Hill, but we came on back. Donc on retrouve en fait ces deux compositions sociodémographiques à cet endroit-là. Les protestataires, qu'on peut donc rapprocher du profil urbain, diplômé et politisé des mutins, représentaient 6% de la population. Et ce qui est étonnant, c'est que même ces personnes habituellement mobilisées sur les questions de liberté publique ont fondamentalement obéi aux règles, tout en exprimant leur désapprobation par de petits gestes. Il y a ensuite une autre catégorie, intermédiaire, qui représentait 14% de la population, les insouciants, qui obéissaient plus ou moins selon l'humeur. Voilà donc pour les profils qui s'inscrivaient plutôt dans une logique de refus, avec des transgressions qui pouvaient être soit de confort, soit de principe. Voyons maintenant les lignes de conduite plus conformistes. Comme souvent, ce qui est éclairant, c'est de comparer des attitudes qui semblent proches. En l'occurrence, les auteurs distinguent les légalistes, 25% de la population, en grande majorité des hommes, des exemplaires, 22%, et en grande majorité des femmes. Qu'est-ce que ça nous permet de faire cette distinction, hein? Ça nous permet de donner un indicateur qui est le rôle de la peur du virus dans cette affaire de respect des règles du confinement. Les exemplaires, eux, ce sont vraiment les, entre guillemets, les bons élèves du confinement, au sens où ils respectent tout. Ils respectent scrupuleusement les règles et aussi les recommandations sanitaires. Eux, on peut dire que sans doute, la peur du virus était très présente pour eux. Une fois arrivés chez vous, posez vos courses au sol et laissez-les-y pendant au moins 4 à 5 heures. Enlevez les emballages, par exemple les cartons qui entourent les yaourts. Les légalistes sont plutôt des hommes, là encore, relativement aisés, qui vont respecter scrupuleusement les règles de sortie, c'est-à-dire qu'ils sortent avec leur attestation, ils respectent l'heure de sortie. En revanche, les recommandations sanitaires, ils en ont rien à faire. Et donc, pour eux, on peut dire que la peur du gendarme était là, mais pas tellement la peur du virus. Le profil sociologique de ces légalistes est intéressant. Ils sont plus riches, plus diplômés que la moyenne, mais bien moins nombreux à avoir manifesté ou même juste à avoir signé une pétition au cours de l'année précédant le confinement. Ce qui permet de dire qu'il y a une continuité entre le respect scrupuleux des règles de confinement et l'adhésion ordinaire à l'ordre social. C'est très bien, oui. Oui, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne respectent pas les consignes. Ce qu'il faut voir aussi quand on se demande pourquoi les gens ont obéi, c'est que pour certains, ça n'a pas été vécu seulement sur le mode de la contrainte pénible, au contraire. Bien sûr, on a entendu parler de ceux qui ont eu la chance de pouvoir passer ce temps dans une maison de campagne et qui l'ont vécu comme une parenthèse agréable de méditation, de reconnexion avec la nature et avec le potager. Excuse-moi, pardon, je suis en train de faire mon cours de danse sur Zoom. J'ai vu que tu avais récupéré le carton qui est arrivé ce matin. Oui, exact, oui. Ça serait pas mes cracottes sans gluten par hasard? Ah bah non, ce sont mes chaussettes. Et les auteurs montrent que ceux dans les classes supérieures qui avaient conscience d'être privilégiés ont logiquement mieux accepté les contraintes. Mais ça s'applique plus largement à tous ceux qui, même sans résidence secondaire, ont réussi à apprivoiser les règles ou à profiter de certaines failles. Là encore, les auteurs font un parallèle intéressant avec une autre question qui a priori n'a rien à voir, qui est celle du consentement à l'impôt. Il y a des gens, effectivement, qui ont su parfois aller dans les recoins du droit pour, par exemple, réunion dans un cadre associatif ou qu'est-ce qu'on avait comme exemple aussi? Les jardins. Voilà, les jardins partagés. Paradoxalement, il y a eu des petites règles disant vous avez le droit d'aller dans votre jardin partagé. Ça va être en dehors de cocher la case sortie d'aération, etc. Donc il y a des gens qui sont allés très finement aller regarder quelles étaient les règles détaillées de fonctionnement du confinement. Et là, ce qu'on a essayé de faire, c'est effectivement un parallèle avec les travaux d'Alexis Spire sur l'impôt, où on voit qu'il y a des gens qui acceptent d'autant mieux, en quelque sorte, de payer les impôts qu'ils en maîtrisent les règles, et notamment qu'ils en maîtrisent les règles de contournement, en quelque sorte, pour arriver à connaître toutes les niches pour payer moins d'impôts, les niches fiscales, les moyens de contourner l'impôt. On a essayé de montrer que pendant le confinement, là aussi, c'est des gens qui maîtrisaient bien un rapport à l'écrit, un rapport évidemment à l'informatique, un rapport aux règles de droit, qui ont su le mieux s'approprier le confinement, le faire leur, et même parfois, on a l'impression effectivement
prendre du plaisir à tout ça. Et c'est peut-être plus une question à poser à un psychanalyste qu'à des sociologues historiens, mais je me suis demandé s'il n'y avait pas aussi, chez certaines personnes, j'ai pu en tout cas moi observer ça, une jouissance à être en règle. Il y a quelque chose comme ça, mais je pense que la lecture à faire pour ça, c'est sans doute le livre de David Graeber qui s'appelle L'utopie des règles, sur pourquoi nous adorons la bureaucratie. Et ça, c'est vraiment un livre fondamental, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'affects qui sont orientés pas vers la dénonciation du pouvoir arbitraire, mais vers le fait d'être le plus en règle possible. Et de faire en sorte que son voisin respecte également les règles. Je trouve que les gens sont quand même relativement indisciplinés, donc je trouve que les contrôles et le drone, c'est très très bien. Cette question des voisins et plus largement de la comparaison avec les autres est importante. Les auteurs expliquent bien qu'une grande partie des énergies mobilisées par le confinement n'ont pas été dirigées dans un sens vertical contre le gouvernement ou les forces de police qui exerçaient la contrainte, précisément parce qu'elles étaient dispersées de manière horizontale, soit dans le contentement de se savoir privilégié par rapport aux autres, soit dans la colère vis-à-vis de ceux qui se permettaient d'enfreindre les consignes. Et ça a à voir avec en fait une certaine conception de la liberté, qui n'est pas la liberté comme absence de domination, mais la liberté comme absence d'arbitraire. Et ça renvoie aussi à une autre question, cette demande de règles supplémentaires et cet égalitarisme, encore une fois, en disant pas d'arbitraire, ok, on va respecter les choses s'il n'y a pas d'arbitraire, au poids des délations pendant cette période du confinement. Il y a beaucoup de radios locales, de mairies ou de commissariats de police qui ont fait des annonces publiques pour dire arrêtez de saturer nos lignes téléphoniques et tout ça pour dénoncer votre voisin. La délation représenterait même jusqu'à 70%. Écoutez bien, 70% des appels dans certaines grandes agglomérations. Elles sont fascinantes, ces pages-là où vous décrivez ça. Je ne sais pas si c'est seulement qu'ils prennent prétexte ou s'ils se sentent en plus investis d'une mission politique. Ils politisent leur grief intime peut-être, de se dire en plus ils ont derrière eux la santé de la France et tout donc voilà, ils se sentent légitimés. Il y a des gens qui en effet voient le confinement comme un moment presque de rédemption où ils investissent un petit peu les espoirs que certains mettent dans l'apocalypse, c'est-à-dire un moment où les bons vont être reconnus et les méchants punis. Ceux qui sont aujourd'hui hospitalisés, ceux qu'on trouve dans les réanimations, désormais aujourd'hui, ce sont ceux qui, au début du confinement, ne l'ont pas respecté. Et on a, par exemple, dans les commentaires libres à la fin du questionnaire, des phrases très étonnantes comme ça. Par exemple, une dame qui dit ce confinement, c'est n'importe quoi. Ma voisine promène son chien 3 fois par jour. Il n'est pas respecté. Les alcooliques restent des alcooliques. Et quelle est cette phrase ? Les alcooliques restent des alcooliques, comme si le confinement avait été investi du pouvoir de changer son environnement, son quotidien, ses voisins. Il n'y avait donc pas que les forces de l'ordre qui s'occupaient de surveiller les comportements. La délation et la peur de la délation ont aussi contribué au conformisme. Il faut maintenant parler de la dernière catégorie, et ce qui s'est par Théo Boulakia et Nicolas Mariot, les claustrés. 21% de la population a fait le choix de ne jamais sortir, sauf pour travailler et faire les courses de première nécessité. Et ce qui est étonnant, c'est que ce ne sont pas ceux que l'on croit. C'est pas les personnes âgées, par exemple, qui pourraient avoir très peur du virus, pas du tout. Beaucoup des claustrés sont des gens jeunes, pas mal de femmes aussi, et plutôt des gens de milieux de classe populaire qui vivaient les conditions de confinement les plus difficiles, c'est-à-dire dans des immeubles ou des grands ensembles en banlieue, sans balcon, sans possibilité d'aération privée. Ce qu'on a pu remarquer, c'est que c'est des gens qui, dans le questionnaire, déclaraient souvent avoir du mal à savoir comment ils devaient se comporter. Et puis c'est aussi, il faut le rappeler, on en a quelques exemples dans la petite case de témoignages de genre, c'est aussi des gens, jeunes étudiants, qui étaient déjà dans une situation financièrement précaire et pour lesquels l'amende, 135 €, ça représente une somme pour eux. Ceux qui se sont le plus enfermés étaient donc souvent des personnes moins diplômées, moins politisées et plus précaires, qui n'ont pas osé sortir parce qu'il manquait des ressources et de la confiance nécessaire pour apprivoiser les règles. Dans leur livre, les auteurs proposent une hypothèse à leur sujet. Cette attitude serait le pendant d'une forme de timidité sociale et d'une résignation ordinaire à l'ordre social. Dans cette catégorie des claustrés, les femmes sont surreprésentées. Comment est-ce qu'on explique que les femmes soient plus claustrées ? Est-ce qu'elles ont eu plus peur ? Est-ce qu'elles ont été socialisées à être plus respectueuses des règles, plus dociles ? Il y a 2 registres d'explications possibles, mais qui se recoupent finalement.
puisque c'est dans les deux cas du côté du rapport à l'espace qu'on va chercher. Il y en a un premier qu'on pourrait appeler la police au foyer et qui renvoie au fait que des conjoints ont profité du confinement. On parlait du fait qu'un certain nombre de personnes avaient profité du confinement, soit pour régler leurs comptes avec leurs voisins, soit pour la police, pour verbaliser des gens qui ne pouvaient pas verbaliser ordinairement. Là, c'est des conjoints qui en ont profité pour enfermer leur compagne. En réalité, ce qui nous inquiète plutôt fortement, une baisse des appels au numéro d'écoute, parce qu'en fait, elles sont dans des conditions où leur mari est dans la pièce d'à côté, leur conjoint les surveille, leur a pris leur téléphone portable, les séquestre dans une pièce de la maison, par exemple. Le deuxième registre d'explication, c'est donc du côté du rapport spécifique des femmes à l'espace, qu'on peut venir le chercher. D'ordinaire, et ça c'est pas nous, mais d'autres enquêtes de collègues sociologues notamment, qui l'ont bien montré, beaucoup de femmes, quand elles sortent dans l'espace public, notamment le soir, essaient de se donner des garde-fous, des habitudes pour être relativement tranquille, ne pas se faire importuner. Donc, ont des parcours où souvent il y a beaucoup de gens, plutôt éclairés, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe pendant le confinement ? Évidemment, toutes ces béquilles aident à se sentir relativement en sécurité dans l'espace public pour des femmes vont s'effondrer. Notamment, il n'y a plus de vitrines illuminées, il n'y a plus de bars ouverts, plus de restaurants. C'est ce qu'on a essayé d'expliquer de façon générale pour le confinement, mais ça pèse plus particulièrement sur les femmes que sur les hommes sans doute, c'est cette idée d'inquiétement du dehors. Pour plein de raisons, donc le fait que le dehors, l'espace public est devenu un monde relativement hostile, un monde sombre, un monde un peu angoissant, etc., etc. Cela étant redoublé par la présence assez massive des forces de l'ordre, qui sont pas forcément vues comme quelque chose de toujours rassurant. Bref, tout ça rend la situation compliquée et explique pour partie sans doute le fait que les femmes soient restées plus que les hommes en intérieur et en apparence respecter plus scrupuleusement les règles. Ça peut sembler paradoxal que la présence policière dans une ville ne soit pas rassurante. Pour le comprendre, les auteurs s'appuient sur Déclin et survie des grandes villes américaines, le best-seller de 1961 de l'urbaniste et militante américaine Jane Jacobs. C'est un ouvrage qui est une attaque en règle contre les villes qui sont en train de se construire à cette époque-là, qui sont des villes monochromes avec des grandes artères et une séparation des espaces. Donc on a le quartier commercial, le quartier où on travaille et le quartier où on vit. Et qu'est-ce que ça produit, cette division des espaces ? Ça produit le fait que la plupart du temps, il y a des quartiers qui sont vides. C'est-à-dire quand tout le monde travaille, le quartier commercial et le quartier de vie est vide et réciproquement. Et ce qu'elle montre, à partir d'une ethnographie des lieux publics, c'est que les endroits accueillants, les endroits où on se sent bien, les endroits où on se sent rassuré, c'est des endroits animés qui entrecroisent en permanence une multitude de fonctions. C'est-à-dire où il y a des commerçants, où il y a des flâneurs, où il y a des travailleurs. Donc pas forcément une foule bigarrée, mais plein de gens en train d'accomplir des tâches diverses. Elle termine en disant « Un endroit où les seuls agents maintenant l'ordre seraient les policiers serait un endroit très dangereux. » C'est exactement ce qui s'est passé pendant le confinement. Et pourquoi ? Parce que le maintien de l'ordre habituel, qui est un maintien de l'ordre intermittent exercé par plein de personnes différentes dont c'est pas le métier, avait disparu. C'est-à-dire que tout le monde a reflué, il y a eu une espèce de vidange du dehors, tout le monde a reflué dans les espaces privés, et les seules personnes qui se retrouvaient à maintenir l'ordre public, c'étaient les policiers. Donc vraiment, ce travail d'expulsion du dehors, tout s'est passé un peu comme si les forces de l'ordre, l'État, à travers ses bras droits locaux, notamment les maires, avaient remplacé en quelque sorte une opération sanitaire pour laquelle on était parfois mal équipé. Elle avait transformé ça en une opération de police pour laquelle il pouvait être beaucoup plus efficace. Voilà. De nombreuses personnes ont accepté le grand enfermement à cause de la crainte du virus, dans un contexte de crise qui tendait à favoriser l'union sacrée. Mais Théo Boulakia et Nicolas Mariot proposent de penser le confinement non pas seulement comme un enfermement à l'intérieur, mais aussi comme une expulsion du dehors. En vidant les espaces de ses occupants habituels,
En cassant les repères et les routines, les pouvoirs publics ont en effet transformé le dehors en lieu hostile, en particulier pour les femmes, et plus largement pour tous ceux qui manquaient des ressources pour s'approprier les nouvelles règles. L'enfermement a ainsi été largement obtenu par l'inquiétement de l'espace public, où on ne croisait plus que des animaux sauvages, des gens louches et des gendarmes. Pour aller plus loin, mes sources sont en description et pour garder les idées larges, il y a d'autres épisodes. À bientôt!